Bonjour Lucie Bache. Bonjour. Donc vous êtes la fondatrice de l'application Too Good To Go en France. Vous faites partie de cette jeune génération d'entrepreneurs engagés et créatifs qui apportent beaucoup de dynamisme à notre pays et au-delà. Je suis ravie de pouvoir échanger du coup avec vous dans le cadre de ces interviews proposées par la communauté Les entreprises s'engagent. Déjà, première question comme il est d'usage, comment allez-vous? Ça va bien, pleine d'espoir et d'enthousiasme. Alors c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. Donc je disais entrepreneuse engagée, vous y êtes arrivée très tôt, alors que vous travaillez en tant que salarié ingénieur dans un grand groupe d'agroalimentaire. Et là vous faites un constat, une bonne idée, et votre chemin pouvait être tout tracé. Et pourtant vous dites, je ne veux pas ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, mais c'est vrai que j'ai toujours été très sensible au sujet de l'alimentation, parce que c'est un sujet qui nous rassemble toutes et tous, quel que soit l'endroit où on soit né, quel que soit notre milieu social, finalement, on y est confronté au quotidien. Et donc, je m'étais dit que c'était le sujet dans lequel j'avais envie de passer du temps et de donner mon énergie. Et donc, j'ai commencé dans un grand groupe de l'agroalimentaire, effectivement, en me disant, si on arrive à faire changer un groupe comme ça, ne serait-ce que d'1%, on peut avoir un impact énorme sur l'alimentation. Et en fait, donc je travaillais dans les usines de production et c'est là que j'ai réalisé notamment l'ampleur du gaspillage alimentaire et puis que je me suis très vite confrontée au fait que mes valeurs étaient peu représentées finalement dans le travail que je faisais au quotidien. Et donc je me suis dit qu'il fallait trouver des solutions pour nous permettre à tous de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'avoir des idées qui permettraient à chacun de faire sa part et d'en sortir gagnant de l'équation. Et c'est de là qu'au fur et à mesure, l'idée de Too Good To Go a grandi. Et vous parlez de vos valeurs. C'était quoi à ce moment-là, ces valeurs dont vous parlez? Je dirais que le mot le plus important pour moi, c'était peut-être cohérence. C'était l'idée de se dire que je comprends ce qu'il y a derrière mon alimentation et je comprends ce pourquoi je paye ce prix-là, ce pourquoi ce produit arrive à expiration ou pas. Donc vraiment juste comprendre l'impact en fait de l'alimentation sur nos vies, sur notre environnement, etc. Et c'est vrai que dans les usines de production d'un géant de l'agroalimentaire, on pense pas trop à ça en fait. Tout est ramené au sujet financier de est-ce que le coût marginal de chaque produit peut être optimisé. Et donc parfois il faut produire le plus vite possible, le moins cher possible, et quitte à parfois jeter davantage. Et je m'étais dit non, j'ai envie de mettre mon temps et mon énergie dans quelque chose qui me parle au quotidien. Et typiquement, chez Too Good To Go, on se lève tous les jours en regardant combien de repas on a sauvé la veille. Et ça, c'est ce qui me donne envie de continuer à me lever le matin, quoi. Ouais, c'est génial. Effectivement, je comprends. Et d'ailleurs, à l'époque, donc vous avez cette bonne idée de vous dire, je trouve une idée pour qu'il y ait moins de gaspillage alimentaire. Et il me semble que comme souvent dans la vie, on a des bonnes idées, mais on n'est pas les seuls. Au même moment, ça doit être une histoire de tendance sociétale. D'autres avaient eu cette bonne idée. Mais plutôt que de vous dire, ce sont des concurrents, vous êtes dit, ça va être des collaborateurs. Je vais me rapprocher d'eux. C'est hyper intéressant ça aussi, parce que vous dites collaboration is the new competition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça aussi? C'est vrai que j'ai eu la chance d'assister à une conférence qui effectivement s'appelait Collaboration is the New Competition. Et je me suis assez vite rendu compte que, en fait, si notre but à nous, c'est de changer les choses et d'améliorer quelque chose, tous ceux qui s'y attellent, finalement, sont des alliés et non pas des ennemis. Et en fait, si le but est financier, forcément, il y a un gâteau, il faut s'en séparer. Et donc, si sa part est plus grosse, la part de celui d'à côté est plus petite. En fait, et dans l'impact, on voit ça d'une façon totalement différente, qui est que tous ceux qui travaillent à la lutte contre le gaspillage alimentaire sont par défaut des gens avec qui que j'ai intérêt à voir grandir et que j'ai intérêt à aider et dont je peux recevoir l'aide également. C'est intéressant ce que vous dites, donc cette presque nouvelle façon de travailler. Moi, c'est ça que je me dis. Est-ce que pour vous, c'est réservé à ce que vous êtes, c'est-à-dire une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que pour vous, c'est pour toutes les entreprises, y compris les grandes? Non, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Ça doit être pour toutes les entreprises. Moi, je vois vraiment dans l'entreprise l'opportunité de changer le monde. Je pense que c'est un véhicule à impact sociétal qui peut être très puissant. Encore faut-il le vouloir. Et donc, il s'agit, quand on est dirigeant de n'importe quelle entreprise aujourd'hui, de se poser la question de quel est mon secteur d'activité et comment est-ce que je fais progresser ce secteur, comment est-ce que je l'embarque dans une transition accélérée. Et pour ça, en fait, très souvent, on a besoin de s'allier de tous les acteurs du secteur. Et donc, c'est comment est-ce qu'on se pense au sein d'un écosystème et qu'on arrive à se distinguer avec des spécificités, des expertises au sein de cet écosystème, mais en
en aidant, en contribuant à l'ensemble de l'écosystème, plutôt que de se dire je fais mes choses dans mon coin et je vais essayer de changer le monde moi-même. En fait, non. Et par contre, si on veut encore qu'un secteur existe dans 20 ans, dans 50 ans, il a besoin de rentrer dans une transition. Et donc là, on a intérêt à parler à ce qu'on appelait avant ses concurrents. Et justement, Too Good To Go, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi il s'agit, même si je pense que la plupart des gens connaissent aujourd'hui? Too Good To Go, alors aujourd'hui, c'est le leader mondial de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On est présent dans 17 pays, 15 en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à développer le concept aussi en dehors de nos frontières. Et la France reste le marché le plus gros marché aujourd'hui. Avec combien d'utilisateurs? Aujourd'hui, on a 15 millions d'utilisateurs sur Too Good To Go. Et donc, quand on est utilisateur de Too Good To Go, ce qui se passe, c'est qu'on peut venir récupérer les invendus d'un commerçant au moment de sa fermeture. Et ça, on les récupère pour un tiers du prix. Donc on est vraiment à la croisée des chemins de comment est-ce qu'on allie ce fameux fin du mois et fin du monde, comment est-ce qu'on allie les sujets écologiques, économiques et sociaux, et qu'on se dit que en récupérant un panier de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en évitant qu'il finisse à la poubelle, d'une part on aide son commerçant de quartier, d'autre part on multiplie son pouvoir d'achat par 3, puisque sur l'application on paye un tiers du prix que de ce qu'on récupère dans le panier, et on contribue à un combat qui nous dépasse et qui aujourd'hui fédère plus de 80 millions de personnes dans le monde. En plus, au moment où vous avez commencé à vous développer en France, il y avait évidemment peut-être un début d'idée autour du gaspillage, mais le côté pouvoir d'achat, il est de plus en plus proéminent en fait. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, votre impact est encore plus grand. Complètement, c'est ça qui est impressionnant, c'est que nous, depuis l'inflation, on a vu les téléchargements augmenter de 40%. On sait qu'il y a des gens aujourd'hui qui se nourrissent avec Too Good To Go. On se rend compte que, alors qu'avant, on était vraiment sur l'impact environnemental, aujourd'hui, notre impact social, il est énorme aussi. Les gens qui utilisent Too Good To Go une fois par semaine, ils économisent plus de 500 € à l'année. Et donc, c'est là où on se rend compte que sur un foyer, typiquement, ça peut vraiment avoir un impact énorme financièrement également. Et pour nous, c'est l'idée de se dire, c'est pas soit on s'occupe de soi, soit on s'occupe des autres. C'est en fait, on peut faire les deux et on doit trouver les solutions qui font les deux. Et c'est pour ça que Too Good To Go, on s'est toujours dit, ça va au-delà en fait de juste l'application mobile. C'est comment est-ce qu'on embarque toute la société dans une vraie transition, dans un vrai changement de mentalité et d'habitude sur ce qui est le sujet de la lutte anti-gaspillage. Exactement, et effectivement, vous y contribuez. Donc, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous croyez à la prospérité d'une entreprise, tout en étant une entreprise responsable. S'il y avait une recette magique pour ça, ce serait quoi? Je pense que tout dépend du secteur dans lequel on opère. Nous, on a la chance, en fait, sur tous les sujets d'économie circulaire, on transforme des déchets en ressources, et donc forcément, en réduisant le déchet, on crée de la valeur économique. Et donc c'est pour ça que chez Too Good To Go, on a eu un modèle économique tout trouvé dès le début, qui n'a pas changé d'ailleurs, qui est que pour chaque panier sauvé, on génère environ 1 € de chiffre d'affaires. Et donc moi, en permanence, je peux me concentrer sur mon impact, qui est le nombre de repas sauvés. Je sais que ça va aller dans le sens économique de la prospérité de mon entreprise aussi. Et donc moi, si on veut aligner... C'était le modèle, by design, il était fait pour être vertueux finalement. Complètement. Mais je pense que c'est essentiel aujourd'hui, quand on crée une entreprise, ou même qu'on la fait pivoter vers une transition, de repenser son modèle économique pour s'assurer qu'on n'ait pas à choisir entre l'impact financier ou l'impact sociétal, mais qu'on puisse faire les deux à la fois. Et après, je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y ait des secteurs où on va devoir mettre l'impact sociétal devant la rentabilité économique et s'inscrire dans des temps plus longs, puisque si on veut être en meilleure collaboration avec la nature, elle a une temporalité qui est totalement différente. L'exemple très simple, c'est celui des arbres. Un arbre, ça met des dizaines d'années, des centaines d'années parfois à se développer. Et effectivement, si on attend une rentabilité sur 2 ans, on va avoir du mal à planter des arbres autant qu'on en a besoin. Aujourd'hui, l'entreprise en France représente combien de salariés? Aujourd'hui, on a environ 150 collaborateurs chez Too Good To Go. Déjà. Ouais, avec le siège à Paris et aussi de plus en plus de gens en région pour vraiment continuer à démarcher les commerçants et à les convaincre de rejoindre la lutte anti-gaspi. On a plus de 60 000 commerçants sur l'application aujourd'hui. Donc finalement, ça s'est vraiment développé. Et dans le monde, on est plus de 1200 collaborateurs et on sauve 4 repas à chaque seconde. Donc depuis qu'on a commencé notre conversation, 4 repas sauvés chaque seconde. Oh, mais c'est un super joli score. Tout à fait. Alors comme si ça ne suffisait pas, depuis cette année, vous vous êtes aussi engagé dans le Conseil national Refondation Jeunesse, CNRJ. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et pourquoi cet engagement?
Tout à fait. Ben, en fait, avec Too Good To Go, on a lancé le programme qui s'appelle Mon école anti-gaspi. Et pour permettre aux professeurs des écoles, en fait, de parler de lutte contre le gaspillage alimentaire aux enfants dès l'école primaire, dans la salle de classe, à la cantine. C'est une super façon de procéder parce qu'eux, ils rentrent à la maison, ils font la leçon aux parents. Exactement. J'en connais quelque chose. Ouais, donc, et on a beaucoup de parents qui nous ont écrit là-dessus. Et donc, en fait, on s'est rendu compte de l'impact, forcément, de l'éducation sur notre société de manière générale, du besoin aussi qu'ont les professeurs d'avoir des outils clés en main. Et donc, effectivement, quand Elisabeth Borne a convoqué une dizaine de jeunes pour réfléchir à comment est-ce qu'on aide l'écologie à progresser chez les jeunes et quelles peuvent être des mesures très concrètes, bah forcément, ça m'a semblé assez naturel de répondre présente à l'appel. Et donc, effectivement, on a passé plusieurs mois avec une grosse, plusieurs dizaines de personnes à penser un peu des mesures qui permettraient de transformer l'éco-anxiété qu'on observe aujourd'hui chez beaucoup de jeunes en des moyens d'agir. Éco-action. Exactement. Effectivement, j'ai cru comprendre que l'éco-anxiété n'apportait rien, qu'il fallait surtout faire hyper attention au fait qu'il fallait toujours derrière, il y ait une action positive à mettre en œuvre. Je ne sais pas si elle apporte rien, je pense que c'est important de quelque part accepter cette émotion et la comprendre. Je pense que ça trouble beaucoup d'entre nous, ce qui se passe avec l'écologie, ce qui se passe avec la nature, ce qu'on entend en permanence autour de nous, et que je pense qu'il faut d'une part avoir de la place pour accepter cette émotion et la vivre, mais aussi effectivement se dire comment est-ce qu'elle peut être moteur de tout un tas d'actions et d'initiatives qui vont nous permettre de faire partie de la solution finalement. Oui, c'est ça, et de ne pas la laisser nous paralyser en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que... C'est comment est-ce qu'on la transforme en un moteur plutôt que de la laisser nous paralyser. Et même si la tâche paraît gigantesque, on peut quand même y arriver, et en commençant d'ailleurs par des formations à l'école maternelle. Donc c'est des outils que vous donnez aux professeurs. En fait, donc ça, c'était sur le programme Mon école anti-gaspi. Là, sur le CNR Jeunesse, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la reconnexion au vivant tout au long de la scolarité, en fait. Et se poser la question de comment est-ce qu'en primaire, on peut passer du temps en dehors de la salle de classe à comprendre ce qu'est un écosystème, à étudier un bout de forêt, du sol, de la pollution des eaux, et qu'ensuite, ça peut suivre les enfants, en fait, tout au long de la scolarité jusqu'au collège, qui peut se conclure par un brevet vert, par exemple, au lycée, et de se dire comment est-ce qu'on prend part, juste avant la fin de notre scolarité, à contribuer à la restauration du vivant, vraiment. Et donc, dans cette idée de développer des vocations pour convaincre sur les métiers, pour inventer, en fait, les métiers de demain dont on aura vraiment besoin et dont la prochaine génération est vraiment nécessaire et indispensable. Mais donc, effectivement, ça veut dire faire en sorte que ces jeunes enfants se sentent acteurs de ce monde dans lequel on vit tout de suite. Tout à fait. En fait, c'est comment est-ce que on leur donne la curiosité et l'envie d'agir, en fait. Et ça, je pense que le vivant et même la crise écologique, c'est un sujet qui peut, encore une fois, sensibiliser tout le monde et nous permettre d'être le plus innovant possible et de changer les choses pendant qu'il est encore temps. Cette année également, vous avez rejoint l'aventure C'est qui le patron ? Tout à fait. Là aussi, la même question. Qu'est-ce que c'est et pourquoi cet engagement ? C'est qui le patron ? C'est l'idée que nous, en tant que consommateurs, on peut co-construire des produits alimentaires pour rémunérer justement les producteurs. Oui. Donc, quand j'achète ma brique de lait à 1,27 €, je sais qu'il y a 54 centimes qui revient au producteur. Ça, c'est des cahiers des charges qu'on co-construit ensemble en tant que consommateurs. Et donc, cette aventure collective, elle va permettre de prendre soin des agriculteurs. C'est les gens qui nous nourrissent au quotidien. Et aujourd'hui, ils sont mal rémunérés, ils sont mal reconnus et ils ont des métiers qui sont vraiment difficiles. Et donc, si on veut encore pouvoir s'alimenter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, et quand on sait que le sujet de la souveraineté alimentaire française devient de plus en plus important avec les crises auxquelles on fait face, c'est essentiel de permettre aux agriculteurs d'avoir une juste rémunération. Et donc, c'est ce à quoi on s'attelle avec C'est qui le patron, où l'idée, c'est effectivement de concevoir des produits qui sont transparents et juste pour tous les acteurs de la chaîne. Et donc de reparler non pas du prix le plus bas, mais du juste prix de l'alimentation et de reprendre conscience de la valeur concrète de l'alimentation. Et moi, ça me fait justement un pont tout à fait cohérent avec Too Good To Go, puisque souvent on jette des aliments parce qu'on a perdu la notion de leur valeur. Oui, exactement. Et donc, c'est très important. En fait, c'était important pour moi de remonter la chaîne alimentaire et de comprendre ce qui se passe en amont
tout en continuant avec Too Good To Go à sensibiliser les consommateurs en aval. Et qui est dans ce conglomérat de C'est qui le patron? Ce sont donc des usagers? C'est monsieur, madame, tout le monde? Tout à fait. Alors, C'est qui le patron? Aujourd'hui, c'est devenu, par exemple, le lait, c'est le lait le plus vendu en France, alors qu'il n'y a pas de commerciaux ou de marketing. C'est tout simplement une coopérative de plusieurs milliers de sociétaires qui ont pris en main cette marque, ce projet, et qui, derrière, ont permis à plus de 15 millions de consommateurs de consommer des produits C'est qui le patron. Donc, finalement, c'est vraiment... vous et moi, on peut tous en fait se sentir propriétaires de cette marque et aller la porter dans les différents magasins. Ouais, donc ça, c'est reprendre le pouvoir sur notre façon de consommer, en fait. Tout à fait. Donc, d'où le fait, c'est qui le patron? En fait, c'est nous, c'est chacun de nous. Exactement. Très bien. En 3 mots, d'après vous, qu'apporte votre engagement, ou vos engagements, devrais-je dire, à la société? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est dans son engagement de vraiment combiner des actions concrètes. Et c'est pour ça qu'avec Too Good To Go, quand on sauve 4 repas par seconde, et ben, c'est très concret. Quand la brique de lait, elle est vendue à plusieurs millions d'exemplaires chaque année, c'est très concret aussi. Et de combiner ces actions concrètes avec des changements long terme de mentalité, de réglementation. Typiquement, avec Too Good To Go, la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est le 29 septembre et on veut qu'à ce moment-là, tout le monde parle de gaspillage alimentaire et que d'un point de vue communication, on soit vecteur de ce sujet dans toutes les bouches, en fait. Et je pense que c'est important qu'on se rassemble autour d'actions communes et que, dans ce sens, combiner des actions concrètes avec de l'influence et de la communication et de la pédagogie, c'est essentiel et c'est ce qu'on s'attelle à faire à la fois chez Too Good To Go et chez C'est qui le patron. Ouais, ce que j'entends qui me semble important, c'est que il y a forcément du long terme, parce que ces changements de mentalité, cette vitesse de l'arbre dont vous parliez, c'est forcément du temps long. Et pour autant, on a besoin de voir des choses concrètes immédiatement, peut-être aussi pour se dire c'est possible, on y arrive. Complètement. Je pense que c'est ça le sujet. Avec Too Good To Go, on a beau sauver 4 repas par seconde, finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux 40% de la nourriture mondiale qui part à la poubelle. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va bien plus loin? On a fait tout un travail sur les dates de consommation, par exemple. Oui. Expliquer la différence entre à consommer jusqu'au, qui est un sujet d'hygiène, et à consommer de préférence avant le, qui là, en aucun cas met en danger notre santé et qu'on peut tout à fait consommer après la date. Et donc pour nous, clarifier ça avec nos partenaires industriels, avec nos partenaires distributeurs, ça a été un vrai combat auquel on s'est attelé et ça a fini même par un décret réglementaire qui a permis de modifier la loi. Et vous avez l'impression que, en tout cas en France, il y a cette compréhension? Est-ce que vous avez l'impression que ça y est, c'est fini, on n'achète plus pour jeter? On a changé de paradigme? Alors, je dirais qu'en anglais, on dit « never waste a good crisis », qu'il ne faut pas éviter les bienfaits que peut apporter une crise aussi. Effectivement, là, avec l'inflation, on voit que énormément de Français se sont mis à la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est même la pratique numéro 1 qui s'est mise en place dans les foyers pour faire face à l'inflation. Et donc, c'est tout l'enjeu de se dire comment est-ce que, même post-inflation, ces bonnes habitudes, on les garde. Plus tant peut-être pour des raisons économiques, même si les bienfaits économiques seront toujours là, mais aussi pour des raisons de cohérence et d'impact écologique et de respect tout simplement aussi de l'alimentation et de tous les acteurs qui contribuent à nous apporter une carotte dans notre assiette, en fait. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on pousse avec Too Good To Go, c'est de se dire ces habitudes qui ont été mises en place à cause de la crise à laquelle on fait face en ce moment, on doit les inscrire dans nos habitudes du quotidien, finalement. Oui, c'est ça. Effectivement, une fois que cette crise sera passée, j'espère le plus vite possible, il ne faudra pas qu'on oublie ce qu'on a su faire aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'en plus, ça fait du bien d'avoir des actions qui ont du sens dans notre quotidien. Justement, ça vous apporte, en dehors du bien que ça a l'air de vous faire, de vous sentir utile, votre engagement vous apporte quoi? Déjà beaucoup de plaisir, effectivement, au quotidien. Je sais pourquoi je me lève le matin et c'est vrai que ça nous donne une énergie folle, en fait. Moi, j'arrive à faire beaucoup de choses différentes dans ma journée parce que je sais pourquoi je les fais. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous un peu en train de se dire à quoi je passe mon temps au quotidien. Et l'idée de se sentir aligné et de se dire, en fait, je sais pourquoi je mets autant d'énergie sur un projet ou sur un autre. Je pense que vraiment, c'est une source de plaisir énorme. Et puis aussi se dire qu'on fait tous notre part, en fait. Moi, je suis vraiment une fervente défenseuse du collectif
et de comment est-ce que chacun d'entre nous, avec nos compétences, avec nos envies, nos aspirations, on peut faire notre part pour que tous ensemble, en fait, on s'embarque dans une société où il fait mieux vivre, où on protège notre planète, où on protège le vivant. Et ça, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est de me dire que je fais ma part et qu'il y a besoin de tant d'autres personnes aussi qui font leur part pour qu'on avance tous ensemble. Et du coup, l'impact sur les personnes qui vous entourent, ceux qui les plus proches, c'est ça? C'est que vous leur donnez aussi cette conviction? Oui, je pense. Alors, moi, je dis souvent que la passion est contagieuse. Effectivement, je pense que quand on rencontre des gens passionnés, moi, j'ai la chance de rencontrer énormément, bah, ça nous transfère une énergie et on a aussi envie, nous, de trouver notre passion. Donc, je pense que l'impact sur mes proches, c'est ça. Après, je pense que la passion, c'est très addictif aussi et que donc, il faut faire attention à garder le juste équilibre entre, oui, se dédier à des projets dans lesquels on a envie de mettre énormément de temps et d'énergie, mais aussi rester équilibré sur ce qu'on apporte en dehors des projets aussi, rester connecté à soi-même aussi, parce que moi, personnellement, je suis très extravertie, donc je me nourris beaucoup de l'énergie que je trouve chez les autres, mais c'est important aussi de passer du temps avec soi-même, avec ses proches, à peut-être parler de sujets qui n'ont rien à voir avec la lutte contre le gaspillage ou la juste rémunération des producteurs. Vous serez où dans 10 ans? Bon, alors ça, c'est une belle question à laquelle je n'ai pas la réponse. Non, je pense que moi, je me laisse vraiment porter par mes convictions, mes valeurs et les opportunités. Et en fait, en fonction des gens qui vont croiser mon chemin, en fonction de là où je considère être le plus pertinente, c'est un peu comme ça que j'organise chaque étape. Et pour l'instant, ça m'a plutôt réussi, donc je vais continuer à le faire. Donc vous allez être à l'écoute de ce que le monde va vous envoyer. Exactement. Comme prochaine mission, un petit peu. On verra, ouais. Un peu ça. Pour l'instant, j'en ai déjà de belles, donc tout à fait, on verra bien. J'ai hâte de savoir. L'une des devises des entreprises s'engage et demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah ben moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je pense que c'était Frédéric Mazella qui disait il y a quelques temps déjà, c'est pas possible aujourd'hui de monter une entreprise qui n'a pas d'impact sur la société. Je pense qu'à la fois, ça doit être difficile parce que faut se lever tous les matins et monter une entreprise, ça se fait pas tout seul. Donc, je pense que c'est essentiel de se dire quel est mon impact sur la société. Et puis aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à résoudre et à améliorer que finalement, on peut trouver nous, l'hypercroissance de Too Good To Go, elle est vraiment venue du fait qu'on s'est créé pour résoudre un problème. Et ça, en fait, ça a un impact énorme. Et je pense que, oui, vraiment, une entreprise dans 5 ans qui n'aura pas d'impact sur la société, ce sera totalement obsolète. Et je pense que autant les grandes ont intérêt à pivoter et à se réaligner avec les intérêts de la société le plus vite possible. Et ce sera elles qui seront encore là demain. Et les nouvelles qui se créent, ça paraît évident qu'il y a tellement de problèmes à résoudre qu'il y a plein de modèles économiques à construire pour trouver des solutions. Merci beaucoup. Je finis toujours cette série d'interviews par des questions qui nous proviennent de 20 Questions to the World pour vous connaître un petit peu différemment. Et il faut répondre vite, un peu du tac au tac. Allez. Avec qui est-ce que vous aimeriez boire un café là, tout de suite? Ou un jus ou autre chose? Moi, je vais dire Leonardo DiCaprio. Ah, sympa. On a déjà eu Léonard de Vinci, maintenant on a Leonardo DiCaprio. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Engagé d'ailleurs. Hein. Ah bah quelqu'un oui, qui est très engagé. C'est pour ça que ça m'intéresse. D'accord. Oui, précisons-le. Bien sûr, parce que je pense que la culture peut avoir un impact énorme en fait. Bien sûr. Et j'aurais pu dire aussi un joueur de sport ou un musicien. En fait, il y a vraiment cette idée de, via la culture, on peut faire changer les mœurs très rapidement et ils ont vraiment une responsabilité à jouer à partir du moment où ils touchent tout type de public, certains dans le monde entier. Exactement. Quelle innovation, réaliste ou non, faciliterait grandement votre quotidien? S'il faut répondre vite, je dirais la téléportation. Ah, ça, moi aussi, j'aimerais bien. Ça, c'est sûr, bien sûr. On l'a déjà eu, d'ailleurs, je crois. Et... Mais la téléportation décarbonée, je précise. Ça le serait, normalement, bien non? Sûr. Tant qu'à faire. Ça me semble cohérent. Sur le modèle Too Good To Go, forcément, ce sera vertueux. Et si vous deviez écrire un livre sur le monde actuel dans lequel on vit, quel serait le titre de ce livre? C'est une bonne question, je n'y ai pas réfléchi non plus, mais... je pense un vrai sujet sur comment est-ce que la finance et le capitalisme, peut-être de manière générale, peut se réinventer pour vraiment accélérer la transition.
et aider le vivant plutôt que de le détruire dans beaucoup de cas encore aujourd'hui. Donc il y a une vraie question de comment est-ce qu'on repense nos indicateurs de performance demain pour accélérer la transition et définir le nouveau succès d'une entreprise. Ce serait une entreprise qui a un vrai impact positif sur la société. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à réinventer, je pense. Donc l'entreprise positive, par exemple. Ça peut être un l'entreprise à inventer. Voilà. Et vous, si vous aviez l'opportunité de poser une question au monde entier, elle serait quoi? Wow. Peut-être sur le sujet de qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux dans 5 ans? Et je pense qu'on a un besoin de définir des imaginaires souhaitables. En fait, on n'arrête pas de se rajouter des contraintes, on n'arrête pas de faire monter l'anxiété, etc. Et je pense que c'est hyper important de se dire où est-ce qu'on a envie d'aller, de définir un peu un futur où il fait bon vivre, où on a envie d'aller, et dans ce cas-là, de déclencher une envie d'y aller. Aujourd'hui, je pense qu'on y va un peu à reculons, en se disant que ça va être forcément moins bien. Moi, j'ai envie de croire que ça va être mieux demain, même si on n'est plus aligné avec la nature, même si on n'est plus sobre sur l'utilisation du pétrole, etc. Je pense qu'il y a plein de belles choses à vivre, tout en puisant moins dans les ressources de la planète. C'est très beau. On va finir comme ça, puisque c'est un très joli message à passer. Merci beaucoup, Lucie Bache. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.